À la Cantorade, venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser Science. Avec Xavier Debontrine. Bonjour Xavier. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et tous. Nous allons parler donc du numéro de Science Ouest du mois de février 2026 en parlant du dossier bien sûr et de quelques articles. Mais d'abord on va rendre un petit hommage aux femmes et aux jeunes filles qui... c'est le jour ou jamais Bernard, vers les parce sciences, que nous sommes le 11 février aujourd'hui que nous enregistrons cette émission. Voilà, tout à fait Xavier. Et donc, il faut encourager peut-être nos jeunes filles à s'engager dans des études scientifiques, aussi bien en sciences qu'en technologie, qu'en ingénierie, et même en mathématiques aussi, parce les que... fameuses études STEAM, comme on dit maintenant. Effectivement, le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de sciences. Et on a fait un petit article dans le numéro de Science Ouest pour rappeler... une réalité qui n'est pas forcément très très brillante, puisque on a constaté que seulement 25% des filles intégraient une formation justement STEAM, comme on dit, après le bac, et qu'on pourrait faire certainement beaucoup mieux si on arrivait à surmonter les fameux stéréotypes de genre qui prévalent encore lors de l'orientation. Et absolument. Donc, la marge de progrès, elle est bien réelle, et l'un des leviers, nous disait notre interlocutrice, qui est une jeune doctorante en sciences de gestion à l'université Bretagne Sud, Jeanne Lemarié, elle nous dit que l'un des leviers pourrait être de réintégrer l'humain dans les filières techniques en changeant la manière de les présenter pour donner envie aux filles d'y aller. Tout un programme. Là, donner envie, il y a toute une démarche méthodologique et psychologique à aborder pour donner effectivement, comme vous dites, Xavier, envie de nos jeunes filles de se diriger vers les sciences, parce que il y a beaucoup dans les sciences biologiques maintenant, il y a quand même une montée aussi de jeunes filles qui s'engagent en médecine, en pharmacie, etc. Voilà, il faut les rendre visibles et toutes les initiatives qui contribuent à mettre en avant des chercheuses dans tous les domaines de la science, évidemment, sont à saluer. Et c'est évidemment ce que nous faisons régulièrement dans Science Ouest. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Voilà, donc on voulait leur rendre hommage, Xavier et moi, donc ça paraissait important de le dire. Et donc un petit article, mais très percutant là-dessus dans Science Ouest. Et puis le dossier c'est Néandertal, l'homme de Néandertal. Alors Néandertal... son nom vient de la vallée de Néander. On a découvert des premiers fossiles en 1856 et la vallée de Néander, c'est près de Düsseldorf. Alors Néandertal, c'est 300 000 à 400 000 ans et on a quelques gènes encore qui restent chez nous, Homo sapiens sapiens. Et je vais vous laisser la parole, Xavier. Alors c'est un sujet qui est assez vertigineux parce que vous venez de le rappeler, Bernard. Quand on s'intéresse à ce lointain cousin, eh bien, on remonte vraiment dans le temps et on pose plus de questions finalement qu'on apporte de réponses. Et le dossier que nous publions dans ce numéro de février de Science Ouest, il tente justement d'éclairer les différentes facettes de la connaissance scientifique sur Néandertal, sur les liens que nous avons encore aujourd'hui avec cette branche en quelque sorte. On a essayé de déconstruire les stéréotypes parce que le pauvre Néandertal, il en avait quand même beaucoup. On le présente souvent comme un être très frustre, très rustre, bas du front, etc. Et évidemment, la réalité, elle est plus complexe, même si elle est encore très fragmentaire. On est en train de retracer certains mouvements de population. Il a connu plein de climats différents, ce Néandertal. Il a traversé aussi tout un continent très large et il a laissé quelques traces qu'il est intéressant d'examiner à la lumière justement de nos connaissances archéologiques actuelles. Vous verrez dans le dossier, on peut pas, c'est assez difficile de le résumer et j'incite vraiment toutes celles et ceux qui nous écoutent à le parcourir et à s'en délecter parce qu'on a voulu croiser les angles pour
essayer d'éclairer cette réalité. On a parlé justement, je le disais, du climat, comment finalement, au cours de sa longue existence, Néandertal a traversé des climats très très divers, a influencé son environnement, son comportement, la manière de se déplacer. On s'est aussi demandé si c'était un être qui était un peu empathique et qui était aussi capable d'abstraction. Il semblerait que oui, au travers de certains quelques éléments, vestiges, il y a quelques éléments qui en parlent. Et puis, il y a quand même beaucoup d'interrogations, je le disais au début de notre échange, et notamment la grande question de sa disparition. Comment se fait-il que finalement, on n'en croise plus dans le métro aujourd'hui, des hommes et des femmes de Néandertal, alors que on est à peu près certain qu'il y a eu une forme de coexistence sur quelques dizaines de milliers d'années entre les deux, entre Néandertal et Sapiens. Alors, il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. Il y a certainement eu aussi des rapprochements et des mélanges. Et l'ADN, justement, des hybridations, enseigne là-dessus. Des hybridations, voilà, exactement. Alors donc, le Néandertal aurait disparu il y a à peu près 35 000 à 40 000 ans, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Voilà. Et en fait, cette interrogation sur Néandertal nous permet de nous poser aussi des questions sur notre propre humanité. Et je crois que c'est ça qui rend ce sujet à la fois, il peut paraître lointain et en même temps il est d'une grande actualité. C'est à la fois un sujet scientifique et philosophique. Qu'est-ce qu'être humain? Exactement. Qu'est-ce qu'un être humain? Sûrement. Voilà. On nous ouvre des abîmes de réflexion. Tout à fait. En tout cas, il y a à peu près 10 pages, 8 pages, je crois. Oui, 10 pages. 8 pages, oui, c'est un dossier de 8 pages, mais qui est riche bien complet. Oui, tout à fait. Voilà, avec des angles qui se complètent bien, effectivement. Ouais, tout à fait, Xavier. Alors, il y a un article aussi tout à fait intéressant sur la dermatose nodulaire chez les bovins et alors oui, là on a souhaité rebondir un petit peu sur une actualité, l'actualité de la dermatose nodulaire contagieuse, la fameuse DNC, qui frappe depuis juin dernier les troupeaux, alors dans des zones très localisées en France. Dans l'Ouest, je crois. La Savoie d'abord, et puis maintenant Sud-Ouest, effectivement, avec des conséquences économiques et puis sanitaires considérables, avec aussi tout un débat qui a agité le monde agricole, mais pas que, sur la nécessité de faire de l'abattage préventif. Donc on a voulu revenir un petit peu sur la compréhension des mécanismes scientifiques qui prévalent et que nous dit la science là-dessus, parce que c'est une histoire d'épizootie qui doit être endiguée. Et donc pour ça, moi j'ai le plaisir d'interviewer un des responsables de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui nous a aidé à faire le point justement en dépassionnant le débat et en montrant quels étaient les enjeux du sujet, qui n'est pas terminé, même si il semblerait que les mesures assez radicales qui ont été prises en fin d'année aient produit, en tout cas à court terme, des résultats plutôt encourageants. Et la propagation de la maladie. La vaccination se met en place, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on ne peut pas non plus vacciner tous les troupeaux. Il y a des enjeux économiques dont on parle aussi dans cet article. Voilà. Ok, encore un article tout à fait intéressant. Les araignées aussi maintenant, mal aimées, mal connues, et pourtant elles sont fort utiles, les araignées. Non? Les araignées, mais oui, alors ça c'est un sujet qui tenait à cœur de notre journaliste Violette Volou, qui souhaitait qu'on consacre un grand angle à ces petites bêtes qui parfois peuplent nos cauchemars, mais qui sont fascinantes sur un plan justement scientifique, d'organisation, et qui jouent surtout un rôle essentiel dans l'équilibre de nos écosystèmes. Et un monde sans araignées serait sans doute un monde beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'elle nous explique. Elle est allée évidemment à la rencontre de chercheurs et de scientifiques spécialistes de ces questions. Et outre le fait qu'on découvre que ces populations d'araignées sont vraiment très très nombreuses et qu'on en connaît sans doute pas tout à fait, certainement pas la totalité, puisque aujourd'hui on en découvre encore 1000 par an, et donc c'est assez considérable. Et il y a plus de 53 600 espèces actuellement décrites dans le monde. Vous voyez, donc les araignées sont très plurielles. Et en plus, c'est un papier qui est magnifiquement illustré par de très très belles photos, une belle photo. qui donnent peut-être, qui vont permettre ceux qui sont arachnophobes, j'espère qu'ils vont pouvoir surmonter leur peur et peut-être regarder les araignées sous un jour nouveau. On pense à des films qui peuvent donner aussi
peur parfois. Le cinéma, Le cinéma, bien sûr, tout à fait. Alors par contre, il est conseillé, par exemple, les faucheux, de les garder à la maison, parce que ils font un peu le ménage quelque part. Exactement. Donc, quand je parlais des écosystèmes, c'est presque, ça peut être aussi nos écosystèmes domestiques. Vous avez raison. Alors quand vous voyez un faucheux à la maison, maintenant il existe. Vous pouvez utiliser votre verre et l'emprisonner avec une feuille de papier que vous glissez sous le verre. Ou alors maintenant il est même commercialisé des petits engins qui permettent de capturer l'araignée et de ne pas la tuer. Voilà. Moi, j'ai affaire à un spécialiste. Information. Je sais pas si peut-être en tous les cas, j'évite de les tuer quand je peux, effectivement. C'est bien, vous faites bien faire. Oui, tout à fait. Alors, on continue avec les animaux, Xavier. On continue maintenant avec le loup, parce que le loup, il y en a pas eu pendant à peu près 100 ans, un siècle en Bretagne, et il réapparaît en France et en Bretagne également. Un petit oui, il y a beaucoup d'animaux dans ce numéro. Oui. Il y a beaucoup d'animaux dans le numéro de février. Effectivement, on a consacré un article au retour du loup en Bretagne, qui est suivi de manière scientifique. C'est ça qui nous intéresse, avec notamment un système de caméras pièges qui ont été judicieusement placés dans différentes régions de Bretagne où le loup a été aperçu, ce qui permet de documenter sa présence, de documenter aussi le nombre d'individus et son évolution. Et là, il y a vraiment intérêt à regarder ça de près. Alors, le loup, c'est un peu comme les araignées, n'a pas forcément bonne presse. Oui. Et on se rend compte que il est contre-intuitif de se dire mais il faut les abattre parce que sans ça ils vont tuer nos troupeaux. Il se trouve que des études scientifiques ont été menées qui prouvent que au début, effectivement, lorsque les loups arrivent dans un nouveau territoire de chasse, il va au plus simple, et le plus simple pour lui, c'est sans doute effectivement d'attaquer les troupeaux, mais il va rapidement se rendre compte que c'est évidemment relativement dangereux pour lui, et il va ensuite développer des techniques de chasse sauvage, alors que si on le tue aussitôt après son premier méfait, eh bien, les suivants n'auront pas cet apprentissage de la chasse sauvage et continueront d'attaquer le troupeau. Donc finalement, c'est ce que nous explique un spécialiste que nous avons rencontré, il est sans doute préférable de ne pas les tuer, mais bien de les observer et de leur permettre une réintroduction en milieu sauvage pour une meilleure coexistence aussi avec nos propres activités humaines. Oui, parce que la population est stable actuellement et la conclusion de l'article, c'est de dire qu'il est important, avant d'agir, de comprendre la situation avant de faire quoi que ce soit, de comprendre bien la biologie du loup dans son cadre et dans son biotope. Comprendre avant d'agir, oui, c'est un principe qu'on peut appliquer sur de nombreux sujets. Pas que là, absolument, Xavier. Alors, il y a encore beaucoup d'articles. On va pas tout dire, on va laisser quand même à la découverte. Allez découvrir à Science Ouest. Hein. Et la question de science également, Michel Gabaret pose la question et il répond, mais on va rien dire là-dessus. Pourquoi le paysage sonore s'atténue après une chute de neige? Eh bien, il y a eu des épisodes neigeux tout début janvier, et au moment de boucler ce numéro daté de février, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de rappeler ce principe scientifique qui parlerait au plus grand nombre. Tout à fait, Xavier. Autre aspect également, quelques livres qui sont conseillés par la bibliothèque des Champs Libres, un livre de Thomas Pesquet et puis de Étienne Klein qui vient souvent faire des conférences à l'Espace des Sciences. L'Espace des Sciences, tout à fait. Livre Éloge du dépassement. Alors, Éloge du dépassement, ça s'applique encore une fois partout, et en l'occurrence dans des aspects c'est un dialogue tout à fait fécond dans ce dialogue. Entre ces deux scientifiques. Tout à fait. Autre livre intéressant aussi, Les Saventurières, qui est un livre qui rend hommage, et vous voyez, la boucle est bouclée quelque part là, qui rend hommage à toutes ces femmes qui ont été chercheuses, qui ont été chercheuses. Un autre livre également sur le temps, par Michel Rousselet aux éditions Ellipse. Toujours, tous ces livres seront parus en 2025 sur le temps, sur les aspects scientifiques, tout à fait. Comment on le mesure et ce qu'il nous dit aussi de nos activités. Aussi. C'est exactement ça. Voilà, tout à fait.
Alors je vois qu'on a fait le tour à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Peut-être, Xavier? Non? Non, je pense que il faut en garder un petit peu pour la oui. découverte. Il Oui, y a des rubriques que les vous a lecteurs pas tout dit, hein. connaissent bien et qu'ils retrouveront, et puis d'autres, j'espère, qui pourront les intéresser. Et puis un dernier mot, parce que c'est vraiment dans Oui. l'actualité immédiate, ce Oui. sont les Jeux olympiques d'hiver, et on s'est interrogé Oui. sur la manière dont les skis glissaient de mieux en mieux. Ah Et oui. les secrets de la glisse, eh bien, figurez-vous que c'est tout à fait dépendant de principes de physique. Et quand vous aurez lu cet article, je pense que vous ne négocierez plus vos virages à ski de la même manière, mon cher Bernard. Oui. Et cher Xavier, le ski sur l'herbe aussi, vous savez, ça se fait en été. Alors je sais pas comment les Mais choses c'est une histoire au de niveau glisse, il y physique. a certainement aussi C'est des pareil principes aussi, physiques hein. qui rendent cet Oui, exercice ouais, possible. sûrement. Vous avez raison. J'ai jamais essayé, en tout cas. Moi non plus. Voilà. En tous les cas, Xavier, merci beaucoup pour cet entretien et pour surtout avoir présenté Science Ouest avec moi là sur Science Ouest de février. Et on se Eh retrouve bien, bonne lecture et merci pour votre accueil. bien sûr pour la prochaine fois. Au revoir à toutes et à tous et prenez soin de vous et restez curieux toujours. La Bon. curiosité Ah n'est oui. certainement pas un vilain défaut, au contraire. À très Ah, bientôt. Absolument, à bientôt Xavier, à bientôt.